Merci d'être venu. Merci de vous intéresser à Symfony. Je vais vous parler de ce qui s'est passé ces 12 derniers mois à peu près, avec un petit focus évidemment sur ce qui s'est passé plus récemment. Ça va peut-être vous intéresser un peu plus, surtout si vous suivez tout de très près. Donc je m'appelle Nicolas et je contribue beaucoup à Symfony. J'ai la chance de pouvoir être rémunéré pour contribuer à Symfony. Je suis un des seuls dans la communauté à pouvoir avoir cette chance-là. Et tous les autres contributeurs, il y en a à peu près 500 uniques par an, sont bénévoles. Donc, qui est contributeur de Symfony d'une façon ou d'une autre dans la salle? Cool, merci. Merci à vous. Et puis tous les autres, on vous attend. On sera très heureux de relire vos PR et vos propositions prochainement. Alors, Symfony, petite introduction. Vous le savez déjà, mais je le rappelle tout le temps, ce sont des composants découplés au départ. Chaque composant peut être utilisé indépendamment des autres. Et beaucoup de projets open source et pas open source utilisent Symfony de cette façon-là. Symfony, c'est aussi un framework, c'est-à-dire une façon particulière d'utiliser ces composants ensemble autour d'un truc qu'on appelle le Framework Bundle, qui fournit l'expérience de développement Symfony. Voilà, c'est peut-être ça que vous utilisez aussi si vous construisez des applications Symfony ou si vous vous dites développeur Symfony. Symfony, c'est un projet open source qui a gagné sa réputation en grande partie aussi grâce à ses process. Et un des process les plus importants, c'est celui qui est matérialisé par ce schéma-là. Donc là, vous allez sur symfony.com/releases si vous voulez voir évidemment ce graphe. Et ça vous montre comment on fait les versions et qu'est-ce qu'on est en train de maintenir. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, il y a la 5.4 qu'on maintient, mais elle est en fin de vie. On va bientôt passer en jaune. Jaune, ça veut dire qu'on n'a que les bugs de sécurité qui vont être résolus. Mais évidemment, on a aussi la 6.4 qui est maintenue pendant encore 2 ans pour les bugs et ensuite la sécurité support étendu. Donc ça, c'est les deux versions dites LTS, Long Term Support. Aujourd'hui, la version stable, c'est la 7.1 et on est en train de finaliser la 7.2. On est dans la période de feature freeze. Donc on merge les dernières features, on stabilise celles qu'on a mergées ces derniers mois. Et on va réaliser Symfony 7.2 en novembre, fin novembre. Voilà, ça permet à tout le monde de se caler dans la communauté pour savoir quand planifier ses mises à jour, planifier ses nouvelles versions. Drupal, par exemple, fait ses releases juste après Symfony. Et d'autres projets fonctionnent de cette façon-là aussi. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas, je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura dans la 7.3, parce qu'il n'y a pas de roadmap autre que des dates. On ship ce qui est prêt. Une autre chose qui n'est pas sur ce graphe, c'est que tous les mois, on fait une release de bug fix. Donc tous les mois, on regarde ce qu'on a mergé, on fait une release. En général, on fait ça à la fin du mois pour que vous puissiez planifier des composer updates en début de mois et puis du coup récupérer les derniers bug fix sur les composants Symfony. Les updates, en particulier les composer updates que vous pouvez faire tous les mois, sont faits pour ne pas casser vos applications. Composer update, vous n'avez que des correctifs et pas des régressions. C'est la promesse, ce n'est pas 100% le cas parce qu'on est dans un projet vivant et des fois, ça arrive que certains bugs fixes soient des régressions en partie. Mais ça marche quand même plutôt bien. C'est quand même un projet qui cadre bien les choses à ce niveau-là. Donc tous les mois, mon conseil, vous l'avez compris, c'est de faire un composer update et tous les 6 mois, d'ouvrir votre composer JSON, d'autoriser la prochaine version ou la dernière version et cette fois-ci de passer à la nouvelle version mineure, donc la 7.2 en novembre. En décembre, pardon, parce que c'est fin novembre. Et je vous encourage vraiment à faire ça, à avoir cette politique dans l'entreprise, dans vos projets pro aussi, de dire il nous faut un petit peu de temps, et ça va vous permettre d'absorber facilement en fait toutes les nouvelles fonctionnalités, d'en bénéficier, et puis aussi les dépréciations, puisqu'on trouve tout le temps des choses à améliorer, donc certaines à déprécier. Et de cette façon, les gens me demandent est-ce que je dois partir sur une LTS ou sur la dernière stable? Dans ma boîte, on veut être sérieux, on prend la LTS quand même, non? En fait, ce n'est pas nécessaire, parce que si vous commencez en 7.0, qui n'est pas une LTS, donc si vous avez commencé en 7.0, et que vous faites bien la mise à jour tous les 6 mois, en fait, vous avez 5 ans de LTS. Parce que vous avez la 7.0, puis 6 mois après la 7.1, la 7.2, la 7.3, la 7.4,
Puis ensuite, vous avez encore 3 ans. 2 ans plus 3 ans, égale, vous avez une stabilité au long cours et vous avez aussi les toutes dernières features. Et en plus, comme vous avez eu cette pratique, vous savez que ça va être assez peu coûteux de passer à la prochaine version majeure, qui va être Symfony 8. Et ça, vous saurez que c'est assez peu coûteux parce qu'on a un autre process qui s'appelle, enfin, que j'appelle le chemin de migration continue, qui consiste à ce qu'on s'impose en tant que communauté à toujours annoncer une dépréciation avant de supprimer le code correspondant. On ne fait pas de ce qu'on appellerait des hard BC breaks, des BC breaks sans annonce préalable. On a des contributeurs souvent qui viennent en disant ce truc-là, c'est nul, il faudrait le remplacer par autre chose. Comme on ne peut pas le faire maintenant, on va le faire dans la version majeure, la prochaine. Du coup, on casse tout. Sans penser du tout à ce chemin de migration continue. Évidemment, on rattrape ces contributeurs et on leur dit non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir faire le boulot de réfléchir au chemin de migration qui permettra à la communauté de suivre. C'est essentiel. Voilà, donc tous les 2 ans, on va faire une nouvelle version majeure où on va retirer le code déprécié et puis être prêt pour le nouveau cycle de développement qui veut dire aussi, en général et même tout le temps, utiliser les nouvelles features de PHP puisqu'on va bumper aussi la version minimum de PHP. Donc Symfony 7, c'est PHP 8.2 et Symfony 8, il y a des chances que ce soit Symfony 8.4 minimum. Peut-être qu'il y aura une nouvelle version de PHP entre-temps, mais comme c'est dans 1 an, ça va venir vite. Donc 8.4, je peux quasiment vous annoncer que ce sera la version minimum de PHP l'année prochaine pour Symfony 8, parce qu'il y a plein de features qui sont trop cool. Derrick vient de vous en parler, si vous avez vu le talk, et on va sûrement avoir envie de s'en servir. Alors, aujourd'hui, sur les 6 derniers mois à peu près, les contributions de la communauté se résument de cette façon-là. Donc on a 3000 fichiers modifiés, 33 000 lignes ajoutées, 14 000 supprimées. Ça donne des ordres de grandeur, je ne suis pas sûr que ce soit essentiel, surtout quand on a une PR qui rajoute, ce n'est pas le cas ici, mais de temps en temps on a des fichiers de données qu'on met à jour parce que Unicode a changé ses tables de données, et puis hop, on a 50 000 lignes modifiées d'un coup. Donc voilà, ces statistiques, évidemment, vous savez ce que ça vaut. C'est juste un indicateur. Ce qui est intéressant, c'est que quand on merge, on classe toujours en catégories. On a 4 catégories. Est-ce que c'est une nouvelle feature? Ici, dans les 6 derniers mois, on en a mergé 134. Est-ce que c'est un bug fixe? Alors sur la prochaine version, on n'a pas de bug, parce que par définition, la prochaine version, elle n'est pas buggée. Un bug, c'est corriger un problème. Et comme on ne l'a pas publié, bah, on fait des correctifs, évidemment. Mais ce n'est pas exactement des bugs. Donc on appelle ça des mineurs. Et les mineurs, c'est aussi toutes des choses qui ne sont ni des features ni des bugs, mais qui vont être des améliorations du code style, par exemple, ou alors des améliorations de performance. J'ai des exemples après pour vous montrer. Ou alors corriger les tests. Une PR qui corrige les tests, ce n'est pas une feature, mais il faut quand même la merger. Voilà, donc dans la suite de cette présentation, je vais commencer par les mineurs, et puis ensuite on va dérouler les features que j'ai collectées sur ces 12 derniers mois, encore une fois. Merci à tout le monde pour ça. Voilà, ça fait plaisir d'être dans une communauté aussi active. Alors, les mineurs. Les mineurs, en général, c'est mineur. C'est pas très intéressant. Mais moi, j'aime bien en parler parce que ça vous montre des choses que vous allez sûrement aussi faire dans vos projets à un moment ou à un autre. Vous allez vous y intéresser à ces thématiques. Alors, il y a des mineurs qui ne sont pas intéressantes. Corriger les tests, vous allez le faire. Je ne vais pas vous montrer qu'on a des PR pour faire ça. Mais par exemple, quand on a fait Symfony 7, ça c'était il y a 1 an quasiment, on a pu, parce qu'on a bumpé la version de PHP, utiliser les nouvelles syntaxes. Donc là, j'ai donné, alors ce n'est pas exactement que des nouvelles syntaxes permises par PHP, mais ajouter des types natifs, des types de retour, des types aux arguments. Comme on a une nouvelle version majeure, on peut le faire. Donc on en a rajouté plein. Ensuite, des types génériques. Là, c'est des annotations. Dans un doc-block, arrobase, template, et puis une annotation de type générique. Ça, la communauté adore, parce que ça permet aux analyseurs statiques ensuite de mieux comprendre la façon dont le code va s'exécuter, de mieux faire des suggestions dans l'IDE pour proposer les bonnes classes quand vous avez un argument qui est attendu. Vous faites new, et puis on va avoir un subset de toutes les classes possibles. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et évidemment, tout ce qui est nouvelle syntaxe. Donc, par exemple, je sais que même récemment encore, on a mergé pas mal de features qui font du constructeur property promotion. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est quand on regroupe en une seule ligne la déclaration de la propriété et son passage dans le constructeur. Dans le constructeur, on met la déclaration de visibilité au niveau de l'argument, et du coup, ça permet d'écrire du code plus compact.
Et donc ça, on en trouve toujours à mettre dans Symfony, évidemment. Il y en a d'autres, hein, mais c'est juste un exemple de choses qui vont vous arriver si vous n'êtes pas déjà à ces dernières versions. Alors après, il y a une autre catégorie de changements ici qui correspondent à des choses qui nous sont remontées par les discussions sur la liste PHP Internals. Donc, sur la liste PHP Internals, la communauté PHP va discuter des choses qu'il faudrait déprécier dans le langage, améliorer. Alors, le premier, Sprintf. Sprintf, vous connaissez, ça permet de concaténer des chaînes de caractères avec des placeholders. Et il se trouve que si on met un backslash devant, à la compilation du fichier, PHP va savoir que c'est la vraie fonction sprintf et pas la fonction sprintf dans votre namespace à vous. D'accord? Et il se trouve que dans 8.4, quand la chaîne de caractères sprintf contient que des %s, maintenant le code est capable de dire « Ah, mais c'est juste des concaténations ce truc, il n'y a pas besoin d'un vrai appel à la fonction sprintf ». Et donc à la compilation, on obtient la concaténation directement dans le moteur et donc du coup le code est plus rapide. Donc maintenant, on a une règle qui consiste à mettre le backslash devant. Alors vous utilisez peut-être use function au début de vos fichiers, mais c'est pareil au final, hein, c'est juste une autre façon d'écrire la même chose. Voilà, donc des petites choses qu'on a faites, on en a remplacé plein. strtoc, cette fonction-là, elle permet de tokeniser une chaîne de caractères, de dire donne-moi tout ce qu'il y a avant le premier symbole plus. Chose que l'on ne savait pas, c'est que cette fonction, elle a un état global. Quand on l'appelle 2 fois de suite, l'appel suivant peut dépendre de l'appel précédent. Et dans le moteur, il y a une variable globale quelque part qui se souvient de l'appel précédent au cas où l'appel suivant va réutiliser ce truc-là. Donc en gros, il ne faut pas l'utiliser. Ce n'est pas du tout du style de code qu'on a envie d'avoir parce que tout d'un coup, c'est quand même inattendu, pour parler poliment. Unique ID. Unique ID, c'est une fonction qu'on utilise très souvent pour générer des fichiers temporaires, par exemple, des noms de fichiers temporaires ou des choses uniques. Et bien, il se trouve que le générateur de nombres aléatoires qui est derrière ce truc-là, il est un peu nul. Il a des caractéristiques techniques qui sont complètement obsolètes. Et donc, dans le code, on a fait beaucoup de remplacements de Unique ID par Random Bytes, qui est un générateur de nombres aléatoires sérieux, et aussi une fonction qui s'appelle TempName, qui permet de générer des noms de fichiers aléatoires sans avoir à recourir à ce générateur nul. Donc Unique ID, vous l'utilisez tous. Qui l'utilise? Ah voilà, vous avez du boulot. PHP Unit. Sébastien on a commencé Symfony, je me souviens, enfin il y a un moment on tournait en 7.5, puis 8.5, puis 9.5, puis 10, puis 11 aujourd'hui. Et PHP Unit 11, il s'est fixé comme objectif. Alors entre-temps, au début, avec Sébastien, on avait une relation de contributeur distant. Il faisait son truc dans son coin, je faisais mon truc dans mon coin, et puis de temps en temps, on s'accrochait parce qu'il y avait un bug dans PHP Unit. Il disait, c'est pas moi qui fait un bug, c'est vous qui utilisez PHP Unit pas comme il faut. C'est classique, hein. Puis depuis, on a appris à travailler ensemble beaucoup mieux. Il vient à des conférences, on a l'occasion de parler, de se comprendre d'un côté et de l'autre. Et aujourd'hui, Sébastien, à Vienne, donc début décembre, à la SymfonyCon, va faire un talk sur les avancées qu'il a fait dans PHP Unit pour tuer le Symfony PHP Unit Bridge. Et ça, c'est une super nouvelle. Parce qu'on a des features qu'on rajoute à PHP Unit qui manquent à PHP Unit. Sébastien, il dit vos features au début, il y a 10 ans, c'est pourri. Puis aujourd'hui, il dit c'est dans PHP Unit. Et moi, j'adore ce genre de choses. Évidemment, au passage, il a cassé plein de trucs parce qu'il a fallu refaire la décoration à l'intérieur de PHP Unit. Et on a un gros problème, nous, pour adopter les nouvelles versions. Quand je dis un problème, en fait, il est en cours de résolution, puisqu'on a 1, 2, 3 contributeurs qui se sont dit, nous, on va faire le taf. Et donc, en ce moment, on a des pull requests, vous voyez, c'est WIP encore, pour faire tourner les tests de Symfony sur PHP Unit 11. Et ça commence à bien marcher. On n'est pas encore au bout, mais on n'est pas loin. Et au passage, la dernière ligne, il y a des features qui sont dans PHP Unit Bridge qui vont rester en dehors de PHP Unit, qui sont un système pour moquer le temps, un système pour moquer les appels DNS, par exemple, ce qui est très pratique dans les tests, mais ce qui n'a rien à voir avec PHP Unit, c'est un plugin PHP Unit, et celui-ci, on va le garder dans le bridge, mais qui va rester du coup un truc beaucoup plus petit. Donc ça, c'est super. J'ai vraiment hâte qu'on dégage tout le code associé à ça. En particulier la gestion des dépréciations, hein, c'est ça qui manquait à PHP Unit. C'est la gestion la génération des rapports de dépréciation après l'exécution des tests.
Et le dernier truc mineur, ce sont les performances. C'est mineur d'un point de vue classification, parce que ça n'apporte pas de nouvelles features, ça marche comme avant, ça fait pareil qu'avant, sauf que ça le fait plus vite. Donc par exemple, tout ce qui est ressource tracking, donc permettre à Symfony de décider quand il va refresh le cache automatiquement, parce que vous avez changé un fichier de config et il doit recompiler. Ça, on a amélioré les performances. Sous Linux, ça ne change rien. Sous Windows, ça devrait changer les choses, parce que le file system est beaucoup plus lent. Dans le composant MIME, il y a quelqu'un qui a dit qui a reporté le fait qu'on avait des descripteurs de fichiers ouverts en pagaille, alors qu'en fait, c'est tout le temps le même fichier qu'on ouvre, donc c'est dommage, on a mis un cache devant. Un autre truc dans Asset Mapper, on va générer les assets, donc ces fichiers JavaScript, on rajoute un hash de version dans l'URL pour qu'on puisse facilement invalider le cache juste en changeant l'URL. Et le hash, il faisait 3 km de long, maintenant il fait 7 caractères. Donc ça fait une grosse différence, hein, le kilomètre des caractères. C'était trop long, évidemment, pour rien. L'unicité est garantie avec beaucoup moins de caractères que 32 ou 64. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler des features. Alors, ce sujet-là, c'est un sujet que je fais régulièrement. Et c'est toujours un peu catalogue. Donc, pardonnez-moi un petit peu le côté rébarbatif. Si c'est rébarbatif, je me dis qu'il y a tout le temps des choses que vous allez pouvoir retenir, même s'il y en a un, et puis vous dire, ce truc-là, c'est génial, j'en ai besoin. Le reste, il y en a d'autres, vous n'allez peut-être pas forcément voir l'intérêt. Je vais essayer de vous expliquer quand même à quoi ça sert, à quoi ça correspond, évidemment. J'ai regroupé ça un peu par composants. Alors, je ne vais pas repartir, ça, c'est des composants qui ont été introduits il y a 1 an. Je vous les rappelle parce que c'était quand même il y a 12 mois et c'est le point de départ de ce talk. Mais c'est pour vous rappeler qu'on a rajouté assez récemment quand même des composants HTML Sanitizer pour tout ce qui est traitement de données d'input HTML, on va dire, et éviter tout ce qui est faille de JavaScript injection, ce genre de trucs. On a un composant clock pour permettre de moquer le temps facilement, un composant remote event webhook pour gérer de façon propre les webhooks que les prestataires que vous avez peuvent vous envoyer en retour à un paiement, en retour à un mail en erreur, ce genre de choses. On a un composant scheduler qui est fait pour vous permettre de virer cron et de le remplacer par Messenger avec scheduler et donc du coup d'utiliser ou de déployer une stack qui est plus simple parce qu'il y a moins de composants. Et le petit dernier qui est mon favori et qui, je pense, de mon point de vue, est celui qui ouvre une porte assez fantastique pour l'avenir de Symfony, c'est Asset Mapper, qui permet de faire du JavaScript front sans récupérer la stack de JavaScript back autour de Node.js et tout le bazar qu'ils ont construit pour compiler des chaînes de caractères en chaînes de caractères. Je rigole, mais je blague, je bitch un peu évidemment, mais n'empêche que ça fait du bien. Quand sur la test suite de Symfony UX, je galère à installer la bonne version de Node, à trouver le bon webpack, comment lancer la commande, etc. Et que j'y arrive pas, ou plutôt ça me prend la demi-journée parce qu'en plus mon truc n'est pas à jour, il faut que je me souvienne comment mettre à jour. Et puis, enfin, vous avez sûrement eu des expériences de cette nature-là. Donc, première chose que j'ai faite quand j'ai contribué à UX, là, la semaine dernière, c'est de dire on dégage ça, on remplace ça par Asset Mapper. Au final, on veut juste télécharger du JS, hein, il n'y a pas besoin d'une chaîne de compilation. Et ce truc-là fait le job. Ça vous dit, ça fait la relation entre des noms de modules et les chemins où les fichiers, les URL où les fichiers sont disponibles. Puis c'est tout ce dont on a besoin en fait. Alors, sans entrer dans le détail, on a des composants qui ont des bridges. Notifier, mailer par exemple. Et là, à chaque version, on a un nombre de bridges qui se rallonge. Et ça fait plaisir. Ce sont vraiment des contributions de plein d'entreprises qui se développent. J'en ai une que je peux citer ici qui est Swigo. Je la cite parce qu'ils veulent devenir sponsors de leur bridge, donc contribuer financièrement et gagner un peu de visibilité. Et ils ont payé aussi Mathieu, je ne sais pas si Mathieu était là, pour contribuer le bridge. Donc on est vraiment dans une démarche où on standardise autour de, comment dire, d'une API interne, comment faire des bridges. Et ensuite, on a des tas de prestataires qui viennent et qui se standardisent, auxquels vous pouvez parler de façon assez simplifiée. Ça évite d'avoir des SDK en pagaille. Chacun fait à sa sauce en utilisant des standards de code que vous ne voulez pas voir, même en relisant du code d'il y a 10 ans. Et je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi, quand j'ouvre certains SDK, je les referme tout de suite et je me dis, je vais utiliser autre chose. Donc là, ça évite voilà, ces choses-là. Alors,
Sur le côté de l'injection de dépendance, on adore les attributs. En tout cas, ces dernières années, ces derniers mois, on a rajouté énormément d'attributs pour permettre d'exprimer ce que vous souhaitez recevoir typiquement comme argument pour l'injection de dépendance en guise de service. Donc, vous voulez faire un décorateur, vous voulez rajouter une collection dans une liste, les deux premiers vont vous aider. Vous voulez injecter une clausure, une callable, parce que c'est comme ça que votre service consomme sa dépendance. Vous voulez injecter... Voilà, donc il y a toute une collection d'attributs qui vous permettent de façon totalement découplée d'écrire du code, de dire ce que ce code attend et que Symfony fasse le branchement pour vous. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que ceux-là ne sont pas récents. Ils ont 6 mois au moins, ces attributs. Si après vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre, évidemment, hein, sur à quoi ça sert. Il y en a quelques-uns qui sont... Il y en a un qui est récent ici, c'est le tout dernier qu'on a rajouté, c'est when_not. Donc là, vous le rajoutez sur une classe et ça dit à Symfony de ne pas enregistrer cette classe, ou plutôt de n'enregistrer cette classe que quand on n'est pas dans l'environnement passé en argument de l'attribut. Donc, when not prod, vous dites ce truc, il ne tourne pas en prod. Ça peut être pratique pour un service de debug que vous mettez en mode debug. Et puis en mode prod, vous n'en voulez pas. When not prod. On avait when, on n'avait pas when not. Voilà, ça complète le dispositif. Pareil, petit helper, container builder, ça c'est cet objet que vous manipulez à la compilation ou juste avant la compilation du container pour définir justement les services. Et il y a des trucs qui s'appellent des child definitions, qui sont des définitions qui vont récupérer une autre définition et s'en inspirer, hériter en fait la description du service. Et les child definitions, sur Container Builder, il y a register pour les définitions classiques et il n'y a pas register child pour les child definitions. Il faut faire plus de code. C'est juste plus simple de le faire maintenant. Ce n'est pas une nouvelle capacité, plutôt c'est une nouvelle façon de faire simplifiée. Alors, les containers non-empty, ça j'ai un petit exemple de code pour vous montrer ce que c'est. Les paraméteurs, pardon. Les paraméteurs non-empty, vous savez ce que c'est des paramètres dans Symfony? Ouais, %, kernel.secret par exemple, %, voilà, ça permet de référencer des valeurs dans une table de paramètres. Et il y a des paramètres qui ne doivent pas être vides. Vous devez les définir, mais non seulement ils doivent être définis, mais ils ne doivent pas être vides. Et ça, c'est quelque chose qu'on a amélioré. Typiquement, vous pourriez faire ça dans votre kernel ou dans votre bundle, faire un truc du style container non-empty parameter, et vous déclarez que ce paramètre ne doit pas être vide. Et si jamais il est vide, vous mettez le petit message d'erreur qui va bien. Ce qui est beaucoup mieux qu'un message générique. Là, il y a du contexte. On a fait ça évidemment pour la communauté, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. On fait ça parce que kernel.secret ne doit pas être vide. Et on veut que Symfony vous affiche un joli message d'erreur si jamais il arrive qu'il est vide, qu'il soit vide. D'accord? Donc grâce à cette feature, Symfony va être capable maintenant de vous donner un joli message d'erreur pour vous dire « Ok, kernel secret est vide, voilà ce qu'il faut faire », plutôt qu'un message générique en disant « Il faut me donner quelque chose ». Alors, des attributs, il y a un autre endroit où on en utilise beaucoup, c'est au niveau des contrôleurs. Cette fois-ci, on n'injecte pas des services, on injecte des valeurs qui viennent de la requête. Donc, vous écrivez une méthode. Sur cette méthode, vous dites « J'ai besoin de l'utilisateur courant, current user ». Donc, sous-entendu, il faut qu'il soit authentifié, etc. évidemment, mais en tout cas, il y a tout le système de sécurité qui va s'activer. J'ai besoin d'un objet datetime, donc de prendre un argument dans la query, par exemple, et de le transformer en objet datetime. D'une entité, ça c'est chouette, on récupère une entité doctrine directement. Un query parameter, point d'interrogation, search égale, et le terme, là vous allez injecter la valeur. Query string, c'est pour transformer la totalité de la query string en un objet. Request payload, value resolver. Je crois que j'ai un exemple sur ma query parameter ici, voilà, /blog, point d'interrogation, page égale 2, et le numéro de page va se retrouver injecté à cet argument. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que ça rend le contrôleur très descriptif. On dit, voilà, cette chose-là, techniquement, a besoin d'arguments, mais en plus, on dit d'où viennent les arguments. Et ça, c'est chouette. Dans MapQuery Parameter, je vous invite à aller voir la doc et le code, sinon. Hein. Ah oui, il y a des gens qui me disaient « Ah, mais c'est pas marqué dans la doc, du coup, je n'ai pas le trouvé ».
puis la réponse c'était il faut aller voir dans le code. C'est souvent le cas. Ne vous arrêtez pas à la doc, ça c'est une petite aparté, mais ne vous arrêtez pas à la doc, faites l'effort d'aller ouvrir le code ensuite. C'est vraiment un conseil. Map request payload, ça va être capable de vous transformer un payload JSON en un DTO à vous. J'en ai déjà parlé il y a 6 mois parce que ça a 6 mois, cette feature au moins, en tout cas que c'est stable. Ici, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le JSON, le transformer en un product review DTO grâce au composant serializer, et puis ça va lancer la validation dessus. Donc si vous avez des asserts, ça va générer vérifier en fait que tout rentre par rapport aux contraintes de validation, et bonus, c'est même pas bonus, ça fait partie de la feature, ça va générer des erreurs 400, des bonnes erreurs 400, si jamais ça ne matche pas le contrat. Qui est le genre de code qu'on oublie souvent de coder. Hein. On code le chemin qui marche bien, mais quand ça ne marche pas bien, en général, on ne s'amuse pas trop à aller voir comment. Voilà. Alors, je change de composant. Le composant string, on a rajouté une méthode kebab. Pour le kebab case, vous connaissez le snake case, le camel case. Maintenant, vous connaîtrez le kebab case. Kebab case, c'est comme le camel case. C'est des tirets à la place des underscores entre les mots. Voilà. C'est indispensable, on l'a rajouté. Truncate mode est devenu une enum. Quand vous tronquez une chaîne de caractères, est-ce que vous tronquez que à gauche, que à droite, de façon équivalente des deux côtés? C'est ça l'idée. Ça, c'est le pad. Le truncate, c'est pas ça du tout. Le truncate, c'est est-ce que je coupe au milieu d'un mot, après un mot, avant un mot. Je dis n'importe quoi, il faut me dire. Hein. Mais c'est ça, voilà, en fonction de la façon dont vous voulez générer vos extracts, vos extraits, pardon. Vous pouvez utiliser ça. Et il y a une bonne surprise aussi, qui est l'inflector, qui existe pour le français et pour l'anglais. Il y a un contributeur qui a proposé l'inflector en espagnol. L'inflector, c'est ce qui permet de prendre un mot et d'avoir sa version plurielle. Et ça, c'est pratique, on s'en sert pour tout ce qui est forme et ce genre de choses, parce que ça nous permet facilement de découvrir le header correspondant. Add, et le mot-clé, ou je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Donc lui, il doit travailler en espagnol, et du coup, ça permet à cette communauté-là de travailler avec ses conventions et ses mots. Composants UID. Les UID, donc, les UUID, que vous connaissez sûrement, de nom en tout cas, qui sont des chaînes hexadécimales de 32 caractères qui contiennent de l'information. Il se trouve que la RFC a changé de nom très récemment. Avant, c'était la RFC 4122, qui définissait des UID version 1, 2, 3, 4, 5. Et il se trouve que maintenant, la version 6, 7 et 8, les versions 6, 7 et 8 sont standardisées, et du coup, il y a une nouvelle RFC qui remplace la 4122, qui s'appelle 9562. Et donc, Symfony UID supporte tout ça. Vous utilisez peut-être souvent UID V4, parce que UID V4, c'est un numéro aléatoire de 128 bits, à peu près, de 120 bits, 122 plutôt. Et en réalité, dans bien des cas, les problèmes des UID V4, c'est que ça ne rentre pas très bien dans les index des bases de données. C'est-à-dire que les index de bases de données vont sous-performer, ils vont distribuer ces choses-là de façon sous-performante. Les index de bases de données sont beaucoup plus performants quand les données qu'on met dedans sont ordonnées alphabétiquement, lexicographiquement. Et il se trouve que les UID V6 et 7 sont séquentiels, c'est ça que ça veut dire lexicographique. Donc vous en tirez deux à deux moments différents, le deuxième sera classé après le précédent dans l'ordre alphabétique. Et ça, c'est une caractéristique qui est souhaitée pour rentrer dans des bases de données. Donc voilà, utilisez plutôt ça, c'est plus adapté. Et il se trouve que ça marche, et vous n'avez quasiment rien à faire dans Symfony pour le faire. Alors, Messenger. Messenger, maintenant, on est capable, quand un message est long à être traité, de notifier le transport pour lui dire « T'inquiète pas, je suis toujours en train de traiter le message ». Il y a des transports qui, au bout d'un moment, quand ils n'ont plus de nouvelles du consumer, ils considèrent que le consumer il est mort, et du coup, ils remettent le message dans la file d'attente pour un autre. Donc là, il y a la possibilité, pour les transports qui implémentent la nouvelle interface, de dire « Non, non, je suis encore là, je n'ai juste pas fini », ce qui est pratique. AsMessage, ça permet de faire des choses comme ça. Vous rajoutez ça sur une petite classe de message, donc un petit value object tout simple. Et là, vous dites directement sur le message, cet objet-là, là, s'il doit être dispatché sur un bus, il faut qu'il aille sur ces deux transports. Et vous mettez le transport directement dans la classe. Ce qui évite de le faire dans le fichier de configuration, ce qui est le cas aujourd'hui.
Il faut faire ça dans le fichier de configuration, sinon. Alors la console, on a rajouté la possibilité de permettre à la console de dire, de permettre qu'une commande puisse dire au noyau, appelle-moi dans 10 secondes. L'exemple, ça va être celui-ci. Donc là, on va dire, dans la fonction initialize, par exemple, on va appeler l'application, on va dire set alarm interval 10, et ensuite, on va s'enregistrer pour dire j'écoute aussi les signaux de type alarme, et ensuite, derrière, dans le code, on va faire ce qu'on veut quand le signal de type alarme arrive. Donc ça permet de faire de la programmation événementielle basée sur le temps, ce qui est quelque chose qui manquait. Si vous voulez dire aujourd'hui, enfin, si vous voulez faire ça, c'est pas possible. Ou plutôt, sûrement, mais c'est compliqué. Alors, sécurité. Sur le composant sécurité, il y a un concept qui sont les CSRF. Il y a même un composant, un sous-composant qui s'appelle le CSRF, Security CSRF. Et le Security CSRF, c'est une abstraction qui permet, dont l'implémentation plutôt de référence, et quasiment la seule avant cette PR, c'est de stocker les tokens dans la session. Et le problème de ça, c'est que pour avoir la session, il faut avoir un état, il faut avoir un cookie, donc on ne peut pas mettre les pages en cache. Si on génère des formes qui contiennent le token de CSRF, la page ne peut pas être en cache. Ce qui est dommage pour un formulaire de contact, par exemple, ou un formulaire de login, ce genre de choses, parce qu'on a envie de mettre ces choses en cache aussi. Et il se trouve qu'en fait, les navigateurs modernes, ils ont tout ce qu'il faut pour gérer, pour nous protéger contre les attaques de type CSRF, à condition que la partie serveur lise les bons headers. Et donc, c'est ce que fait le token manager. Là, c'est moi qui l'ai contribué. Parce qu'on s'est posé la question sur une page de Symfony.com en disant mais c'est pas possible qu'on ait un formulaire à cet endroit-là. Donc, comme je suis bien placé pour contribuer à Symfony, je me suis dit j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Et donc maintenant, par défaut, dans les nouveaux projets en tout cas, les tokens seront uniquement côté client. Et le serveur va juste faire les vérifications des bons headers pour vérifier que ce n'est pas une attaque cross-site. Le profileur, ça je vous montre juste un petit screenshot, mais j'ai toujours un screenshot quand je parle des nouvelles features de Symfony qui montre le profileur. Parce qu'il y a toujours des contributeurs qui arrivent et qui se disent le tab, alors là en l'occurrence c'est le tab sur tout ce qui est security, ce tab-là j'aimerais qu'il soit plus facile à lire, plus actionnable, que je m'y retrouve plus vite. Et donc du coup voilà, aujourd'hui cette page-là n'existait pas, maintenant elle existe, elle est plus claire, ou plutôt elle existait mais en fait l'affichage était bancal. Donc là merci aux contributeurs, Mathieu, peut-être qu'il est là Mathieu, je ne sais pas, d'avoir contribué ça, c'est pratique. Voilà, je vais accélérer un tout petit peu, je crois que j'ai plus beaucoup de temps, mais j'ai plus beaucoup de slides non plus. Je vous ai présenté les choses par composants, j'ai 2 slides pour vous montrer des axes. Donc là, l'expérience développeur, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Tout ce qui est ressources tracking, j'en ai parlé un petit peu. On est en train de préparer le terrain pour éventuellement le permettre dans un process externe, qu'on puisse invalider le cache avec un autre petit process qui ferait le refresh en tâche de fond, qu'on n'ait pas nous à payer le temps au F5, on va dire, du rechargement du compilateur. Quand on est en mode debug, quand on a le composant serializer, qu'on a une erreur dans le JSON et qu'on peut, parce qu'on a la bonne dépendance, afficher des erreurs détaillées, on active un flag qui vous donne des jolis messages d'erreur en cas de JSON invalide. On peut maintenant linter ces fichiers de traduction. Et dans les fichiers de traduction, il y a des placeholders et il y a moyen de faire des typos dans les placeholders. Et donc cette commande va permettre d'identifier les typos bien plus tôt dans le cycle de développement. Lint container, c'est une de ces commandes pour linter, vérifier les choses. Cette fois-ci, c'est sur les services. On peut lui demander d'utiliser les variables d'environnement disponibles à l'instant T pour faire sa validation. Par défaut, il skip tout ce qui est lié aux variables d'environnement, puisqu'on considère qu'une variable d'environnement, c'est un trou, donc on ne peut pas vérifier, puisque le trou, on n'a pas la valeur pour le remplir. DSTemplate, ça c'est un attribut qui permet de retourner un tableau depuis un contrôleur et de laisser Twig transformer le tableau en du HTML. On peut dire maintenant, en fait, ce n'est pas un template complet que je veux, c'est juste un bloc dans le template plus général. Et dernière feature, non des moindres, je pense que celle-ci peut être très utile dans beaucoup de cas, c'est la possibilité de créer des serialiseurs nommés. Jusqu'à maintenant, il y a un serialiseur dans Symfony. Un et un seul, c'est le serialiseur de Symfony. Et celui-ci, il est capable de sérialiser, désérialiser tout ce que vous lui donnez à faire. Et donc, en gros, il peut être
trop complexe, parce qu'il peut avoir trop de responsabilités, trop de types d'objets à identifier, et en plus, on ne peut pas le configurer différemment en fonction des API que vous avez. Maintenant, vous pouvez dire, OK, j'ai deux serialiseurs, un que j'appelle ici API 1, l'autre que j'appelle API 2, et dans un cas, j'active par exemple le name converter, qui est le snake case name converter, avec une protection contre la profondeur maximum, contre les trucs récursifs, l'autre non. Voilà, ce genre de choses. Donc ça va permettre de faire des petits serialiseurs spécialisés par zone de votre application. Ça manquait, merci pour la contribution. Un autre axe de développement, c'est tout ce qui est NoOps, ou faciliter à hoster Symfony. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'à un moment, il faut les déployer, les applications Symfony. Et si c'est compliqué, ben, c'est dommage. Et donc, à chaque fois qu'on a des idées pour simplifier ce process de déploiement, on essaie de les appliquer. Donc là, il y a des nouvelles variables d'environnement qui permettent de configurer les trusted proxies, trusted header, trusted host et ce genre de choses. Avant, il fallait faire une configuration YAML. On peut toujours le faire, mais on peut aussi maintenant ne pas faire de configuration, mettre une variable d'environnement. Et donc, c'est les ops qui, une fois dans le script de déploiement, configurent ce truc et c'est terminé. Voilà, je vais passer le reste, mais c'est toujours dans cette idée de NoOps. On a des nouveaux composants qui sont encore en discussion. Object Mapper, en lien avec le talk de Joël sur l'automapper demain. JSON Encoder, en lien avec la sérialisation très rapide d'objets en JSON. Feature Flag, pour gérer les feature flags. À un moment, on a discuté d'un composant URI, parce qu'il y a un vrai sujet parsing d'URI en PHP, et il se trouve que la prochaine version de PHP pourrait contenir un parseur d'URI natif. Donc là, on a tout arrêté, on va d'abord attendre de voir ce qu'ils font en natif, on reviendra sur le sujet après. Et puis il y a Pounard, Pierre, qui a contribué, qui a une pull request sur tout ce qui est access token. Donc comment on pourrait faciliter la gestion des tokens, mais du côté des clients, quand notre application est cliente d'un prestataire. Voilà. Il y a un projet dont je ne vais pas parler, mais qui a une activité et un potentiel incroyable, qui est Symfony UX. Je vous encourage vraiment à l'essayer. J'en ai parlé quand j'ai parlé d'Asset Mapper. C'est vraiment incroyable pour moi. Il y a des choses bien, il y a des choses à revoir, il y a des choses à innover, il y a des idées en pagaille. Ça vaut vraiment le coup d'aller essayer. Je vous encourage vraiment à faire ça. Voilà, je voudrais remercier tous les contributeurs. Il y en a plein. Bravo à tout le monde pour toutes ces contributions. Symfony, c'est un projet open source communautaire, ça appartient à tout le monde. Et ça appartient et c'est vivant parce que tout le monde le rend vivant par ses contributions. Merci à tout le monde. Merci aussi aux sponsors, parce qu'à un moment, il y a besoin de cash pour contribuer à des tas de choses. Hein. Il y a de l'infrastructure, il y a aussi un petit peu mon salaire, il y a des tas de choses qui méritent d'être financées. Donc merci Jolicode, Rector, Les Tilleuls pour la version 7.1. Je cherche encore des sponsors pour la version 7.2, pour les suivantes aussi évidemment. Donc si vous êtes dans une boîte, que vous aimez Symfony et que vous avez envie que Symfony perdure, venez me voir, c'est essentiel. Et c'est grâce à tous les contributeurs passés aussi que Symfony est là, et bien vivant et bien actif. Je voudrais finir par vous inviter à venir rencontrer la communauté sur le Slack de Symfony, évidemment, sur Twitter, sur LinkedIn, partout où vous le souhaitez. Je crois qu'on est en France, que c'est assez facile d'entrer en contact avec la communauté Symfony, puisque c'est nous, en gros, presque. Mais il faut toujours renforcer les liens. Donc moi, j'adore les conférences pour ça. Je ne vais pas au talk parce que je suis trop occupé à discuter avec tout le monde et c'est ce que j'adore. Donc, venez discuter avec moi. Je vous encourage vraiment à le faire. Discutez entre vous, partagez les bonnes idées. Voilà, merci à tous.